Donc, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, je voudrais singulièrement déjà remercier F. Gardien et Lorsper Sandara de m'avoir invité à cette journée d'études dans le cadre du programme de recherche pair, accompagnement et savoir expérientiel. Donc, comme vous l'avez présenté, je suis Fidel Mabanza. Je vis en France depuis bientôt 10 ans. Donc, au mois de juillet, je totaliserai 10 ans sur le sol français. Je vais dire, dans l'expérience post-migratoire, pour répondre à la question comment trouver sa paix dans la souffrance sociale, morale et psychologique, et comment trouver son apaisement dans l'affliction lorsque rien ne semble vous mettre à l'abri, j'aimerais vous partager 3 épreuves, donc celle de la solitude, de la perte de chez soi et de l'hospitalité. 3 épreuves qui ont caractérisé mon parcours et montré comment leur traversée a pu me construire et m'aider à prendre du recul face à mon propre ressenti des effets du regard des autres sur moi. Vous dire qu'en tant qu'étranger arrivé dans un pays étranger, la période qui a caractérisé ma recherche de repères fut une étape de grande souffrance psychique, morale et affective, mais en même temps, qu'elle a été d'une grande richesse parce que tout ce dont je veux vous nourrir aujourd'hui est en grande partie issu de là. Je vous amènerai ensuite à comprendre dans quelle mesure cette expérience des précarités et de vulnérabilité, sans être une résignation au mal ou à la volonté d'une institution, mais une période de lutte permanente, a su consolider mon esprit à s'auto-différencier dans un processus de travail de prise de conscience de soi qui amène à l'autonomisation, à l'autocontrôle et à l'affranchissement d'une dépendance morale et psychique face au regard des autres dans une relation de périté. Vous découvrirez avec moi combien cette expérience a pu me servir de support et d'appui pour accompagner un compatriote en reprendre pied lorsqu'il a été confronté aux mêmes épreuves, et c'est là dans une approche réflexive et dialogale. Et dans ces cadres, mon intervention se résume dans ce titre qui a été évoqué par Christine, c'est reconnaître le vécu de l'autre et l'aider à trouver l'équilibre dans l'affliction. Et sera subdivisé en 2 parties. La première partie évoquera les épreuves dans le parcours post-migratoire et la deuxième partie se focalisera autour du savoir issu de l'expérience post-migratoire. Donc là, je vais commencer la première partie sur les épreuves, les 3 épreuves que je vous ai citées tout à l'heure dans le parcours post-migratoire, en commençant par la première épreuve qui est celle de l'épreuve de la solitude. Partir pour l'ailleurs sans être d'ailleurs, c'est éprouver au jour le jour la solitude et le dépaysement. Cette solitude consiste à expérimenter de façon durable son exclusion du reste de la société à laquelle on vise à appartenir. Dans mon expérience post-migratoire, la sensation de la solitude s'est généralement fait accompagner de celle du vide intérieur, souvent provoqué par l'excès de conscience, comme si j'étais dépossédé de mon existence propre parce que le regard des autres m'apostrophait de manière désobligeante, comme si l'on refusait de m'accorder ce qui m'était essentiel, donc le droit d'appartenir au corps social, de bénéficier d'une protection et ou de soins qu'apporte le coût de l'autre. Il y a dans cette souffrance un fort sentiment de dépaysement que confère l'absence des repères et les déchirements moraux et psychiques. J'ai connu donc le dépaysement comme un bateau, j'aime bien présenter cette image, comme un bateau qui court le plus grand risque de faire naufrage. La première source de frustration, c'est justement l'ignorance des codes sociaux et de certaines valeurs sur lesquelles sont fondées les pratiques culturelles et sociales du pays d'accueil. Cela s'exprime par le désarroi que j'ai éprouvé quand les choses n'avaient de sens que lorsqu'elles avaient un rapport avec l'histoire de mon passé. En réalité, plusieurs choses ne voulaient rien dire pour moi parce que je n'avais pas des connaissances suffisantes sur mon milieu de vie. En outre, j'intégrais pendant cette période progressivement l'idée selon laquelle il fallait
Il fallait être toujours redevable, reconnaissant envers toute forme d'aide qu'on m'apportait. Ce qui m'absorbait dans le chagrin, j'étais contrarié, anxieux, j'avais du mal à aller de l'avant. Il m'était difficile d'avoir un point de vue personnel sur les choses. Dans un tel environnement, mon adaptation au pays d'accueil était déterminée par ce que représentait le regard des autres sur moi. Ce regard a beaucoup impacté mon territoire de pensée et mon jugement. J'éprouvais alors l'anéantissement de la perception de soi, de l'estime de soi et l'extinction de la possibilité de me construire en tant qu'autre dans la relation aux autres. Et là, je vais passer à la deuxième épreuve qui est l'épreuve de la déchéance de chez soi. Dans le parcours post-migratoire, dès mon arrivée en France, j'ai été confronté à l'épreuve de la déchéance de chez soi. Cette épreuve de la déchéance de chez soi, c'est une épreuve de mise hors du droit commun. Généralement, comme nous le savons ou nous pouvons le savoir, lorsqu'on quitte son pays pour aller s'installer dans un autre, c'est un pan de son histoire et de son enracinement culturel qu'on perd. Dans la déchéance de chez soi, l'on perd toute légalité et légitimité de ses actions parce qu'on est privé de tout droit de possession. Dans l'expérience post-migratoire, l'on perd sa qualité même de sujet devant la loi parce qu'on habite dans un non-lieu. L'on est privé légalement du pouvoir de jouir d'un domicile réel ou fictif. On n'a plus d'existence réelle parce qu'aucun lieu ne fait sens à son identité et encore moins à son histoire. Il ne faut pas entendre ici l'expression non-lieu dont je parle dans un sens absolu, c'est-à-dire sans aucune forme de lien social. Dans l'expérience migratoire, le non-lieu est marqué par le fait d'habiter provisoirement un lieu et non de façon définitive. De ce point de vue, la déchéance de chez soi se caractérise par l'absence des possibilités d'inscrire dans la durée la représentation relative à la mise en visibilité de récits des personnes concernées. Et dans une longue période, j'avais du mal à formuler des questions face à l'incompréhension des émotions étranges qui m'est traversée. Ceci a provoqué l'impression d'un vide qui gonflait dans ma tête, le vide construit par la peur permanente de me retrouver un jour dans la rue ou sans aucune protection sociale. Il y a eu bien évidemment plusieurs épisodes des épisodes d'absence des repères, de malentendus face à la difficulté de rendre intelligible, c'est-à-dire explicable, voire plus compréhensible, le preuve de la négation de mon existence par le rejet dans le regard des autres. À cette privation de droit de se sentir chez soi est associé le mal de s'assimiler, d'être absorbé par une culture qui s'est souvent considérée comme une culture dominante. Et la troisième et la dernière épreuve est celle de l'épreuve de l'hospitalité. Dans la logique de l'accueil, l'hospitalité qui m'a été offerte n'a pas suffi à me rendre ce que j'ai perdu. Elle a renforcé ma solitude, ma condition de déraciné et de dépaysé. Pour rendre possible une relation authentique dans l'hospitalité, il faut laisser à l'autre le pouvoir de réciprocité. C'est à l'autre de juger et d'accepter ou non la possibilité de l'accueil offert. Cependant, dans le parcours migratoire, cette liberté est en jeu. Elle est contingente, conditionnée, elle fait l'objet d'un pari. Non seulement le pays d'accueil nous demande de jouer un personnage dans un cadre prédéfini, elle ne nous laisse pas le choix de donner par nous-mêmes la signification de notre rapport à l'ensemble de la société. Nous sommes là comme des fantômes, comme des personnes transparentes, ne faisant pas écran à la vision des autres, laissant rentrer et sortir les émotions sans être affectées ou transformées par elles. Enfin, il y a la question de l'habitation du lieu que j'ai précédemment évoquée.
Notre état de conscience évolue dans le temps avec les événements qui affectent plus ou moins notre rapport au monde. L'on ne peut habiter réellement un lieu que dans la mesure où notre rapport aux autres ne se résume pas aux circonstances, aux conditions des circonstances, j'allais dire, de vie. L'on ne peut agir sur son lieu de vie de façon efficace que lorsqu'on est investi et reconnu comme tel. Et par là, je conclus la première partie et puis je vais entamer directement la deuxième partie qui est le deuxième point sur le savoir issu de l'expérience post-migratoire. À l'écoute de l'autre. Je me souviens encore d'un compatriote qui m'avait téléphoné le jour où il a reçu le rejet de la Cour nationale du droit d'asile suite à sa demande d'asile. C'était en fin d'année 2018. Il était arrivé, lui, en France en 2017. Et en 2015, il avait fait voyager sa femme pour la France. Sa femme, cette dame, avait été enceinte de 2 mois et avait un enfant de 2 ans. Elle avait réussi, heureusement pour elle, à obtenir un titre de séjour lorsqu'elle est arrivée en France et ainsi donc travailler dans une maison de retraite comme aide-soignante. Dans son pays, cette femme était infirmière. Ses compatriotes étaient artisans, chercheurs d'or et faisaient partie d'un réseau coopératif des négociants dans son pays, donc, qui est mon pays d'origine, la République démocratique du Congo. Il a dû quitter le pays en 2017 dans un contexte de crise post-électorale. Il s'est d'abord installé quelques mois au Maroc avant d'arriver en France la même année. Quand il m'a téléphoné, il avait l'air perdu, sa voix tremblait de peur et de colère. Il m'a dit, mon cher, ça y est, ils ont rejeté ma demande, je fais quoi? J'ai commencé par lui demander s'il avait eu un temps d'échanger avec son assistante sociale sur les raisons du rejet. Il me répond, mon cher, tu sais aussi bien que moi comment ça marche ici. Qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Il faut que je te voie pour me dire comment toi tu as fait pour avoir tes papiers. Je lui ai d'abord parlé de mon ressenti lorsque ma demande a été rejetée. J'avais éprouvé, moi aussi, le sentiment d'être envahi par le désespoir, par l'humiliation, la colère et l'incrédulité. J'étais devenu difficile à convaincre et un peu enfermé en moi-même parce que je ne pouvais croire personne. J'étais affecté psychologiquement. Je me retrouvais dans ces émotions face à sa demande d'asile rejetée. Ces sentiments d'injustice et de négation de notre vécu avaient longtemps singularisé notre rapport à l'altérité, c'est-à-dire à ce qui n'était pas comme nous. Nous sommes le seul à ressentir profondément ce que personne d'autre ne peut exprimer avec soin au travers des émotions traversées dans la prise de conscience de nos parcours. Ensuite, je lui ai dit qu'après mon rejet, j'avais réalisé qu'avant que les autres puissent me venir en aide, je devais travailler mon écoute et ma volonté d'accepter l'aide qu'on me proposait. Mais il a insisté sur le fait que son assistante sociale ne pouvait pas ressentir ce que lui et moi ressentons. Elle accompagne des gens, disait-il, mais elle ne vit pas ce que nous traversons. Le rejet notifié par le papier de la Poste avait un impact envahissant dans notre rapport aux autres. Lorsque nous marchons dans la rue, nous avons l'impression que toutes les personnes que nous croisons nous regardent avec le même rejet, le même jugement. On a l'impression que le regard des autres nous suit partout. Pour mon compatriote, donc, l'hospitalité qu'on lui offrait n'était pas à même de lui témoigner de la reconnaissance dont il avait besoin. Même si nos situations sur le plan administratif présentaient un caractère asymétrique, c'est-à-dire que j'étais en situation régulière, j'avais mes papiers, par contre, lui, non. Néanmoins, nos échanges visaient la satisfaction du même besoin qui est le besoin de la reconnaissance de nos vécus. Pour lui, tout passe par le ressenti.
Il avait l'impression que son assistante sociale allait peut-être lui proposer un soutien matériel sans partager émotionnellement ce qu'il vivait. Cet écart d'émotion renforçait une fois de plus sa solitude, parce qu'il pensait qu'il fallait absolument passer par cette épreuve pour comprendre le mal qu'une telle affliction pouvait causer. Et de mon côté, je ressentais aussi la même chose, c'est-à-dire le fait d'être à l'écoute de son épreuve me faisait revivre notre vulnérabilité. C'est avec beaucoup de peine que j'avais accueilli son rejet. Je revivais l'affliction et l'arrière-goût affligeant que j'avais éprouvé le jour où j'avais reçu ma lettre des déboutés du droit d'asile. C'est à ces moments-là, c'est à ces moments précis même que j'étais encore plutôt confronté à l'épreuve de la déchéance de chez soi. Néanmoins, j'avais la chance d'avoir réalisé un petit bout de chemin qui m'avait permis de me projeter vers un avenir, vers un projet de vie à construire. Lors de notre première rencontre avec ses compatriotes, c'est moi qui étais questionné autour des enjeux de la vie d'un débouté du droit d'asile. Il a été question de parcourir tout le chemin que j'avais réalisé avant d'être régularisé. Ce chemin de travail intérieur, de travail sur soi et sur le fait du regard des autres sur moi. Ma parole était donc construite autour de ce que j'avais éprouvé dans mon rapport aux autres. Je n'avais pas abandonné la visée d'appartenir à cette société, même si ce premier choc émotionnel m'avait donné plutôt l'impression d'être reprouvé, exclu. Le dernier point pour finir mon intervention va être sur accompagner et aider à trouver l'équilibre dans l'affliction. En tant que personne concernée, mon savoir issu de ma propre expérience a fait son chemin durant plusieurs années. Pour comprendre mon compatriote, je m'étais souvent rappelé mes propres épreuves de la solitude, oui, au sentiment d'être mis hors du droit commun, ce qui renvoie à la déchéance de chez soi, du dépaysement au sentiment d'être exclu de tout lien social. Mon accompagnement a consisté à l'amener à mobiliser tout ce qui pouvait faire ressource, tout en tenant compte des difficultés au quotidien. Je l'amenais à comprendre qu'il n'était pas le seul dans cette situation. Même s'il le savait, il m'a semblé important de le dire verbalement. Je lui avais aussi signifié que même si ces rejets laissaient croire qu'on n'était pas écouté par les autres, on pouvait tout de même écouter ce que les autres avaient à nous dire. On n'avait peut-être pas obtenu satisfaction concernant sa requête, mais on n'avait pas perdu sa dignité humaine. Et c'est au nom de cette dignité humaine qu'il pouvait encore construire ses espoirs de demain et offrir à l'autre un minimum d'écoute et d'égard. J'avais mis en exergue des ressources d'appui dont il disposait que d'autres personnes ne les avaient pas, telles que le noyau familial, sa femme, ses enfants, sur qui il pouvait compter, un toit, alors que d'autres personnes étaient SDF. Le travail d'équilibre était nécessaire. Le fait de partager le même ressenti renforçait nos liens et notre écoute mutuelle. On avait l'impression d'une même intensité des émotions lorsque l'on évoquait le même sujet. Il y avait ce que cette épreuve avait produit en nous émotionnellement et ce qu'on en avait plutôt fait. Mon accompagnement a trouvé sens dans la prise de conscience d'un avenir à construire et d'un travail d'autodétermination à réaliser face aux difficultés qu'il fallait surmonter. C'est un travail d'autocontrôle visant à trouver son équilibre dans les épreuves. Donc voilà, en quelques mots, ce que je pourrais partager avec vous par rapport à mon expérience personnelle. Merci.